Salut tout le monde, bienvenue à ce premier vidéo sur le jeu Fire in the Lake publié par GMT Games en 2014. Dans ce vidéo, nous allons introduire le jeu proprement. Enfin, diront certains, mais bon, euh, j'ai couvert tous les coins à date, Andean Abyss, Cuba Libre, je les couvre en ordre chronologique, à Distant Plain. Distant Plain, ça fait crise de bout, ça fait plusieurs mois que je l'ai couvert, là, pour ceux qui suivent les vidéos à mesure, là. Désolé pour ce délai de quelques mois pour couvrir Fire in the Lake, mais pour me remettre dans l'esprit du coin, avant de faire une playlist, je joue tout le temps une game par email. Tu sais, là, comme ça me permet là, de voir les mécaniques en action, tu sais, puis ça me donne plus d'exemples au besoin pour être capable de partager avec vous autres. Puis Chris, disons que ce jeu-là était pas la meilleure publicité là, pour les vertus du play by email. Là. On a à peu près connu là, tous les travers possibles et imaginables. Des joueurs qui ont arrêté de répondre pendant 2 semaines, des joueurs dont on a perdu la trace pendant un bout. Moi-même, j'ai failli dropper, d'autres ont failli dropper. Maintenant, on se dit, faut-tu trouver un joueur remplaçant, là? Ça l'a traîné, traîné, traîné. Et au moment où j'enregistre la vidéo, officiellement, la game n'est pas finie. Mais là, on a un petit peu perdu espoir, toute la gang, qu'on allait en voir le bout, là. N'empêche, je suis rendu comme à la fin de la game, puis je me suis dit, là, c'est no way que je recommence un autre game, puis que je rajoute un délai, là, je le connais bien, là. Fire in the Lake, fait que let's go, on se lance dans la playlist. Ceux qui me connaissent, et puis pour les autres, ça va peut-être être une surprise, je ne suis pas le plus grand fan des coins, mais je dois dire que parmi tous les coins, Fire in the Lake se classe dans le top 3. OK, je le considère même au-dessus de Distant Plain, même si à Distant Plain, comme je disais, le thème est plus proche de moi. Tu sais, j'ai connu la guerre en Afghanistan, tandis que j'ai pas connu la guerre du Vietnam. N'empêche, je trouve que la guerre du Vietnam se prête plus à ces mécaniques-là. Je trouve que c'est un conflit plus riche. C'est un conflit avec une belle trame narrative aussi, avec une belle escalade aussi, là, comme on va voir là, dans les hostilités, là. C'est ce qui fait que pour moi, Fire in the Lake est dans le top 3. Ça n'a pas l'air vargeux, top 3, mais considérant qu'il y a une quinzaine de coins de sortie, c'est quand même un classement respectable. Le jeu couvre les années 1965 à 1972 officiellement. Si vous aimez ça, vous familiarisez avec un jeu, si vous êtes un fan des extensions essentiellement, et puis vous aimez ça, vous familiarisez avec un jeu, puis après ça, c'est juste aller chercher une extension qui va venir le bonifier, ben c'est euh, peut-être pas le seul coin, mais un des seuls coins définitivement avec des extensions. Puis même, on peut dire qu'il y a deux extensions, peut-être même trois. Il y a une première extension qui est déjà sortie qui s'appelle Fall of Saigon, la chute de Saigon, qui essentiellement va étendre le conflit jusqu'en 1975. Fait que vient rajouter 3 ans au conflit, là, puis disons pas les plus belles années pour le monde libre, là. Mais n'empêche, si vous voulez enrichir ça, puis même quand on ajoute Fall of Saigon, là, vous pouvez faire un asti de scénario épique là, qui va vous amener de 1964 à 1975, la totalité de la guerre ou presque. Puis vous avez Sovereign of Discord qui est sur le bord de sortir. J'enregistre ça en septembre 2023, c'est sur le bord de sortir. Puis ça va être ce qu'on appelle en bon français un prequel, c'est-à-dire que ça va couvrir les années avant le jeu de base, donc 1961 à 1963 essentiellement. Et quand je disais qu'il y a presque une troisième extension, c'est que GMT a sorti une version beaucoup plus évoluée et beaucoup plus ergonomique, je vais le dire comme ça, du bot, de l'intelligence artificielle qu'il y a dans le jeu. Tous les coins peuvent être joués en solo. Euh, à partir d'Andean Abyss, là, ils peuvent tous être joués en solo. Mais bon, à une certaine époque, au début, c'était via des flowcharts que moi je trouve crissement pénibles à suivre et crissement complexes, là. J'ai l'impression quand je joue que 80% de mon temps est dédié à runner les flowcharts, puis 20% de mon temps est dédié à prendre mes décisions comme joueur. Puis ça, c'est un ratio que je trouve pas vraiment acceptable. Les coins plus récents se sont raffinés par rapport à ça, des decks de cartes, tu sais là, et beaucoup plus le monde du solo puis de ces concepts-là dans les jeux de société a évolué. Puis les coins n'ont pas fait exception. Fait que Fire in the Lake, malgré que c'est un vieux coin, entre guillemets, qui date de bientôt 10 ans, là, euh,
étant donné sa popularité, GMT a sorti encore là une mini-extension qui vous permet d'avoir une version du bot qui contrôle les autres factions là, beaucoup plus facile à digérer selon moi. Là. C'est Volko Ruhnke qui est un des designers de ça. Alors, c'est le père fondateur des coins. Fait qu'évidemment que c'est bon. Puis non seulement ça, mais il s'est comme allié à Mark Herman, qui est un autre vedette du design de Wargame. Avec Volko puis Mark Herman, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui vont assister ça, là, mais on a probablement deux des top 5, si c'est pas des top 3 designers de Wargame dans l'histoire. Là. Fait que, comme on dit, ça n'a pas le choix de faire des beaux enfants, ce couple-là. Là. Fait que, puis Fire in the Lake, pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles il est très bon. Là, c'est qu'il. Bon, c'est deux designers là, qui ont vraiment, vraiment fait leur preuve, qui en sont à l'origine. Là. L'autre petite étoile que je donne à Fire in the Lake, c'est que pour la première fois, je dois dire, on a droit à une map du Vietnam qui est attrayante, qui est belle. J'ai joué à beaucoup de jeux sur le Vietnam et presque tous, sans exception, ont une map qui me lève le cœur. OK? Puis c'est pas de sa faute, le pauvre Vietnam, il y a beaucoup de jungle. Puis souvent, les artistes, tu sais, je veux dire, la map, t'as l'impression que c'est une grosse crise de taches vertes. Là. La pire, selon moi, là, tu sais, j'ai pas fait un concours de laideur ici pour tout vous les montrer, là, mais la pire, selon moi, vous irez voir Silver Bayonet. Honnêtement, là, on a l'impression que quelqu'un a vomi des asperges là, sur un apron, là, puis ils ont pris une photo de ça, puis c'est devenu la map. Là. C'est carrément horrible. Là. Fait que pour moi, là, que la map de Fire in the Lake soit agréable à l'œil, c'est un gros plus. Là. Malgré le fait que c'est le quatrième coin, je vous dirais, soyez pas gênés d'en faire votre coin d'introduction, même pour des joueurs qui ne sont pas familiers avec le système. C'est vrai que commencer avec Cuba Libre, ça fait du sens. La map est plus petite, c'est probablement le moins complexe de la gang, c'est le plus rapide de la gang, ça peut permettre à quelqu'un de savoir s'il aime ça. Mais pour moi, deuxième step après Cuba Libre, là, entre Andean Abyss, Distant Plain puis Fire in the Lake, il n'y a pas une grosse différence. Dans les faits, moi, là où je vais tracer une ligne, au niveau de la complexité des coins, puis on va voir ça à partir de Liberty or Death, Falling Sky, Pendragon aussi, là, c'est quand il commence à y avoir des séquences au niveau du combat. Quand les batailles, c'est pas tout simplement je t'enlève un certain nombre de pièces, tu m'enlèves un certain nombre de pièces, mais quand ça commence à être je lance un dé, tu lances un dé, on compare ça, on check une table, on check une patente, ça dépend de ci, ça dépend de ça. Donc quand il y a vraiment quasiment un chapitre dédié au combat, là, puis une séquence dédiée au combat, là, pour moi, c'est une coche de complexité de plus. Là. Ces coins-là, là, Liberty or Death, Falling Sky, Pendragon, je commencerai définitivement pas un newbie avec ceux-là. Mais dès qu'on est dans la séquence de jeu classique, puis les opérations classiques, puis les activités spéciales classiques, vous vous trompez pas bien ben entre ça, Andean Abyss, puis Distant Plain, là, pour moi, c'est pas mal du pareil au même. Ceci dit, je me dois de le mentionner, on va y revenir dans certaines vidéos au besoin, là. Il y a trois choses nouvelles dans Fire in the Lake par rapport aux trois premiers titres qu'on a couverts. La première chose, ça n'a aucun impact sur le gameplay, ça a un impact sur le setup. Alors, à la limite, vos joueurs qui sont nouveaux pour les coins n'en auront même pas connaissance, mais les cartes dans Fire in the Lake, comme on voit cette carte-là ici, en haut à gauche, vous voyez, c'est écrit 1964. Il y a des cartes dans Fire in the Lake qui appellent ça classer les événements par période. Il y a des cartes de 1964, 1965 et 1968. Tout ce que ça fait, c'est que quand vous faites le setup, au lieu de prendre toute la petite grosse pile d'événements, de brasser ça, puis de faire un gros deck complètement fucked up avec ça, vous avez l'option, c'est pas nécessaire, de commencer par les cartes de 1964, après ça les cartes de 1965, puis après ça les cartes de 1968. Pour ceux qui connaissent le conflit, qui ont un intérêt dans le thème, ça va éviter des scénarios un peu bizarres, comme un événement qui est arrivé en fait en 1971 puis qui se produit au tout début comme toute première carte que vous revirez du deck. Là. Puis là, vous allez avoir l'espèce de SMAT en résidence là, de la guerre du Vietnam qui va dire ben voyons, hostie, comment ça, les États-Unis avaient même pas ci à ce moment-là, puis avaient même pas ça à ce moment-là. Fait que si vous voulez éviter ça, il y a des instructions dans le rulebook pour bâtir le deck de sorte que, puis vous allez quand même avoir de la variabilité parce que vous ne prenez pas toutes les cartes de 64, toutes les cartes de 65, puis toutes les cartes de 68. Vous en prenez seulement une certaine quantité
Il y a des cartes de chacune de ces trois périodes-là qui vont rester dans la boîte, mais ça vous permet d'avoir une game qui suit la fameuse trame narrative que je parlais de manière un petit peu plus cohérente. Mais rien ne vous empêche de dire, ah, moi j'aime ça le chaos, hostie, puis let's go, on mélange tout ça, parfait, aucun problème non plus. La deuxième nouveauté, encore là, ça ne devrait pas dépeigner quelqu'un qui joue à des board games relativement complexes, là, mais pour la première fois, les fameuses cartes de coups qui s'appelaient des cartes de propagande aussi, puis bon, les fameuses cartes là, qui triguent, on check les conditions de victoire, on assigne les ressources, on redéploie les trucs, là. Ces fameuses cartes-là, maintenant, la grande majorité d'entre elles ont une habilité spéciale dessus. Alors, ces cartes-là aussi, dans Fire in the Lake, vous allez les brasser, puis vous allez les mettre dans le deck sans trop savoir là, lesquelles vont sortir en premier. Puis, ils ont vraiment une habilité qui change le cours du jeu. Pendant la période, typiquement, ces cartes-là vont être remplacées. Vous allez les empiler une par-dessus l'autre ici. Puis là, tu sais, quand vous allez arriver, là, vous allez vivre euh, entre deux cartes de coup avec une certaine habileté. Puis quand la carte de coup va sortir après, vous allez la crisser par-dessus. Puis là, vous avez une autre habilité spéciale. Mais tu sais, à part de prendre connaissance de cette habilité-là, puis de s'assurer que tout le monde autour de la table la comprend, ça rajoute pas énormément de complexité, là. Fait que je vais essayer de vous montrer un exemple, là. Fait que ça, c'en est un, là. Même si c'est écrit failed attempt, des fois vous allez avoir la face de quelqu'un, c'est un nouveau leader qui prend la tête du Vietnam, là. Mais ça, c'est une tentative manquée de faire un coup. Mais quand même, il y a un effet qui est l'effet de désertion qui est écrit ici, que vous ne verrez pas sur un autre, là. Je vais être obligé d'en flipper un petit paquet, là. Parce qu'évidemment, les coups sont espacés comme dans tout bon jeu de coin, mais je viens que vous en montrer une pour vous montrer là, un peu la différence que ça peut être. Calice! J'ai pas eu un autre failed attempt. Ok, ça sera pas long. Je pense qu'il y a comme deux failed attempts sur la gang, là. Fait que tu sais, c'est relativement pas chanceux, là. Bon, monsieur Nguyen Kao Kai. Fait que vous voyez, lui a une habilité spéciale. Lui a une habilité plus permanente. Les failed attempts ont une habilité qui arrive là instantanément, de la désertion essentiellement pour des soldats de la République du Vietnam. Et lui, par contre, a une habilité qui va être. Fait que lui, là, on va vraiment le prendre ici, là, puis on va venir le crisser par-dessus ce sympathique personnage. Puis l'habilité qu'il y a là remplace l'habilité qui est en dessous, qui est typiquement en jeu dès le début de la game, là. Puis ça, c'est quelque chose qui est permanent là, dans ce cas-là. Là, la pacification coûte 4 ressources plutôt que de coûter 3 ressources, tant que ce bonhomme-là est en jeu. Puis la troisième, et celle-là non la moindre, des nouveautés, qui a été repris après dans les coins suivants, la majorité du temps, là, c'est ce que le jeu appelle des événements pivots ou des pivotal events. C'est bon parce que ça ajoute des décisions auprès des joueurs qui, des fois, ont peut-être l'impression dans un coin qu'ils sont à la merci du deck. Ah, là, ça fait plusieurs cartes que ma faction est en dernier, puis Chris, je peux jamais faire mes trucs, ta 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 ta. Chaque faction a vraiment un événement pivot qui est jamais mélangé dans le deck, qui est placé devant vous, que vous pouvez pas jouer au début de la game. Là, il y a des conditions quand est-ce que ça peut être joué, là, puis dans tous les cas, là, c'est une carte que vous allez pouvoir jouer à partir de peut-être le milieu de la game. Mais tout ça pour dire, on va y revenir, là, mais ça vous permet, là, une fois que la carte est disponible, là, à tout moment, là, de prendre cette carte-là, puis c'est du jamais vu dans les coins, de venir la colisser par-dessus la carte courante, puis de dire, no way, on fait pas cette carte-là, Chris, je viens faire mon événement pivot. Et non seulement vous évitez la carte qui est en dessous, mais là, vous êtes évidemment le premier sur cette carte-là et vous faites l'événement. Et c'est des événements qui sont forts en coalice. Alors, il y a l'offensive de l'Easter est là, puis l'offensive du Tet est là. Là, les gros événements du Vietnam sont vraiment représentés là. Là. Puis c'est le genre de carte là, que vous lisez, là, puis que la mâchoire vous tombe à terre. Là, que vous dites, oh my god. Mais c'est une fois par game. Vous devez utiliser ça. Une fois que vous l'utilisez, c'est passé. Le timing, quand est-ce que vous allez l'utiliser en fonction de l'état du board, est-ce que le prochain coup s'en vient, oui ou non, essayez-vous de faire une pause là, pour essayer de gagner là, là, c'est un peu un gamble, là, mais en tout cas, moi je trouve ça intéressant, ça rajoute de la richesse, mais oui, ça rajoute une petite complexité au nouveau, parce qu'une fois qu'ils sont assis, bon ben, prenez connaissance de vos événements pivots, puis ça, vous pouvez jouer ça à tel moment, là, mais je vais dédier une vidéo à cette affaire-là, étant donné que
que c'est nouveau. Autrement, là, comme je dis, c'est pas mal du classique coin avec support, opposition, contrôle, guérilla, des bases, des troupes, de la police, de la terreur. Tu sais, vous serez vraiment, vraiment pas, si vous avez suivi les playlists à date ou si vous avez de l'expérience avec des coins antérieurs, vous serez vraiment, vraiment pas déculotté par Fire in the Lake. Fait que c'est parti, coin numéro 4. Manquez pas ça, à plus.